À Maurice, on le voit beaucoup. Beaucoup de clients ont tendance à commencer leur vie, on dira, avec une banque. C'est comme dans un couple, ils commencent leur vie avec une banque dans l'idée de finir avec cette même banque. Et ça, c'est une bonne idée. Parce que justement, quand la banque connaît l'historique du client, les choses peuvent être plus fluides au fur et à mesure que les années passent. Bonjour à tous, ravi de vous revoir dans ce nouveau podcast aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Valérie Lincoln, qui est Head of Private Banking International de Afrasia Bank. Bonjour Philippe, ça va? Mais oui, très bien. Ravi d'être là, merci de m'accueillir. Donc on va consacrer ce podcast au financement immobilier à Maurice. Et d'abord, félicitations pour ces nouvelles fonctions. Merci, c'est gentil. Un beau challenge. Oui, après quelques années au sein d'Afrasia, ça fait plaisir de reprendre le flambeau. Tout à fait mérité en tout cas. Alors l'idée de cette conversation, c'est simple, c'est vraiment d'aider celles et ceux qui nous écoutent et qui nous suivent à démarrer un projet d'acquisition immobilière et à mieux comprendre comment une banque résonne. C'est toujours mieux de comprendre comment la banque fonctionne et comment elle résonne pour justement pouvoir aligner finalement nos intentions avec la banque. Alors, on parle souvent bien sûr du bien, du prix, du bien en question, et moins souvent de la structure de financement, alors que justement, c'est souvent là que l'équilibre du projet se situe et se trouve. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet, et on va commencer très simplement, partir de la base, quand quelqu'un vient voir sa banque pour financer un projet immobilier. Donc, comment la banque va lire le dossier et peut-être pour faciliter un petit peu le début de cette discussion, quand une banque va observer finalement un projet immobilier qui vient sur sa table, quels sont les premiers éléments ou tous les éléments combinés, je ne sais pas, que la banque regarde parmi, il y a les revenus forcément, il y a la stabilité professionnelle de la personne ou du couple, éventuellement l'historique bancaire, et puis il y a la cohérence globale du projet, donc lesquels pèse le plus dans l'étude du prêt immobilier, selon ton expérience, Valérie? Alors déjà, tu as utilisé un mot important, c'est le mot cohérence. Définitivement, tout projet immobilier qui donc demande d'être financé par une banque, le banquier ou la banque demandera à comprendre vraiment le big picture du projet, comprendre la raison de l'achat, la raison du financement et ce qui vient dans l'avenir. Aussi, je pense que c'est important de le mentionner, c'est que il faut qu'un client, quand il s'assoit devant son banquier, il faut s'ouvrir. Le plus le banquier aura d'informations sur le client, le mieux il pourra le conseiller. Naturellement, on verra que ce soit à Maurice ou ailleurs, plein d'articles ou de billboards parlant de taux d'intérêt ou de pourcentage de financement, etc. Mais tout finalement revient sur du cas par cas. Donc le plus vous donnerez comme info à votre banquier, le mieux ce sera. Donc si on va vraiment dans le vif, définitivement, numéro 1, on a besoin de comprendre quel est le projet. Donc où est-ce que l'achat est en train d'avoir lieu? Est-ce que c'est quelque chose de construit? Est-ce que c'est un terrain? Est-ce que c'est quelque chose vraiment sur un horizon court terme? Quand je dis court terme, c'est généralement jusqu'à 5 ans ou beaucoup plus long terme, jusqu'à 25-30 ans. Donc ça, c'est très important. Numéro 2, définitivement, le client lui-même. Et ça, c'est la chose, je pense, la plus importante, en tout cas à l'île Maurice. Même si, comme vous le savez, on prend toujours en garantie le bien financé, le plus important, c'est de comprendre comment le client remboursera son prêt. Donc là, quand on vise un dossier, quand on analyse le dossier, le numéro 1 que nous verrons, c'est la capacité de remboursement du client. De ce côté, il y a énormément de façons de voir les choses, mais on va prendre quelques exemples simples pour commencer. Un salarié, par exemple, allons imaginer qu'il est relativement jeune, 30-35 ans, parce que c'est jeune, j'estime que c'est très jeune. Voilà, travaille depuis quelques années, stabilité financière. Donc aujourd'hui, la banque a la possibilité de regarder dans le passé, de voir sur les 2, 3, 5 dernières années, ce que ce client a généré comme revenu. S'il a déjà investi, que ce soit dans l'immobilier ou autre chose plus illiquide éventuellement, donc de voir sa stabilité financière. Encore une fois, comme je le disais, plus le client nous partage, mieux c'est.
Là, je suis partie sur un exemple très simple, parce qu'il y a des exemples un petit peu plus compliqués, où par exemple, quelqu'un éventuellement plus âgé, chef d'entreprise, éventuellement chef de sa propre entreprise, qui ne se paye que les dividendes par an, par exemple, ça peut être plus compliqué d'analyser un dossier. Donc, si ce client, si on lui demande une fiche de paye mensuelle et qu'il nous dit qu'il n'en a pas, le dossier peut s'arrêter là. Mais justement, s'il nous communique que, par contre, par an, il reçoit un certain nombre de dividendes, là, la conversation peut continuer et on peut analyser le dossier. C'est là que l'historique du client chez vous est primordial, parce que là, vous avez une visibilité. Aussi. Alors, on touchera peut-être à ce sujet après. Tout dépend aussi finalement du client lui-même, parce qu'il y a le client qui est basé à l'île Maurice, mais il y a aussi éventuellement le client qui n'est pas basé à Maurice. Donc, tout est une histoire d'échange, de confiance et de communication. Donc, maintenant, si on revient sur le bien immobilier lui-même, qui revient souvent en deuxième point, parce que ce sera notre sécurité première, qu'on prendra en garantie. Justement, exemple, si c'est un terrain, par exemple, est-ce que le client achètera le terrain en totalité et nous financerons la construction? Est-ce qu'il a besoin d'aide pour l'achat du terrain et la construction viendra dans 1 an, 2 ans, 10 ans? Donc tout ça viendra décider finalement après aussi de la durée du prêt, du taux d'intérêt probablement, et aussi peut-être du type de remboursement que la banque exigera, que ce soit remboursement intérêt uniquement ou capital aussi, etc. Tu as répondu aux points les plus importants. Donc, c'est clair que finalement, ce n'est pas juste les revenus qui comptent, c'est vraiment les différents aspects que tu as mentionnés. Donc, il y a revenus, il y a historique, la cohérence globale du projet, on l'a mentionné. Maintenant, qu'est-ce qui fait pour toi qu'un dossier devient vraiment un dossier solide aux yeux de la banque, parmi tout ce que tu as mentionné? Et est-ce que la stabilité des revenus compte davantage que leur niveau de revenu? Ou les deux? Très bonne question. Ça peut beaucoup se rapprocher, effectivement, parce que j'aime bien prendre des exemples parce que c'est plus facile de comprendre. Si on prend l'exemple d'un très jeune professionnel qui travaille que depuis 1 an, par exemple, effectivement, la stabilité du revenu, elle sera stable sur 1 an, mais pas avant. Donc, du coup, on regardera vraiment le client lui-même en se disant, c'est un jeune professionnel, il a fait telle ou telle étude, parce que ça aussi on va regarder, et on se dit que, bon, même si dans la boîte dans laquelle il travaille aujourd'hui, ça ne marche pas, c'est quelqu'un qui a un futur bright, on va dire, voilà, il y a de l'espoir pour lui, il retrouvera probablement quelque chose d'autre. Donc effectivement, donc là du coup on revient sur la stabilité, mais pas seulement financière, mais la stabilité du client lui-même. Donc tout est une histoire d'imaginer ce qui peut arriver dans le futur. Et souvent, les banques, qu'on dise hélas ou pas, on imaginera souvent ce qui peut arriver de pire. Mais c'est souvent pour le bien du client qu'on le fait. Donc on va soulever certaines questions, ça peut être très frustrant de temps en temps, mais c'est vraiment pour le bien du client et pour le bien de la banque, évidemment à un moment, mais c'est pour voir les choses sur du plus long terme, parce que c'est important. Autre chose qui est important aussi, définitivement, c'est quand on s'assoira avec le client et qu'on en discutera, c'est important que le client ne voie pas trop gros tout de suite. De temps en temps, ça peut être très excitant de se dire « Ok, je me lance dans un achat pour de l'investissement, par exemple, surtout à Maurice en ce moment. Je vais acheter, je vais construire, je vais revendre tout de suite ou mettre en location sans vraiment prendre en considération ce qui pourrait arriver dans le futur. » Donc, c'est important de aussi pouvoir se remettre en question et de vraiment penser où est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans et comment est-ce que je peux rebondir si jamais ça ne se passe pas comme il faut. Très important. Et encore une fois, là viendra tout l'accompagnement bancaire sur le long terme. Et c'est pour ça que à Maurice, on le voit beaucoup de clients ont tendance à commencer leur vie, on dira, avec une banque. C'est comme dans un couple, ils commencent leur vie avec une banque dans l'idée de finir avec cette même banque. Et ça, c'est une bonne idée. Parce que justement, quand la banque connaît l'historique du client, les choses peuvent être plus, on va dire, plus fluides au fur et à mesure que les années passent. Exactement. On comprend qu'un dossier ne se résume pas à juste un revenu et des chiffres sur papier, que la banque regarde vraiment la solidité de l'ensemble du projet et la manière dont le projet est construit. Donc ça, c'est vital. Maintenant, une fois qu'on a compris comment la banque lit le dossier et qu'est-ce qui est important pour la banque, la question que tout le monde se pose, c'est vraiment combien on peut réellement financer. Alors, quand on parle d'un prêt immobilier aujourd'hui à Maurice, quelle proportion du projet
une banque peut généralement financer. Ça varie de quelle proportion à quelle proportion, quel est le maximum. En France, on parle de 100% de l'achat, voire plus. Enfin, je crois que ça a un petit peu changé dernièrement. Voilà, c'était le cas en tout cas. Donc, comment ça se passe à Maurice? Quelle proportion? Alors déjà, je crois que c'est important de noter qu'à Maurice, vous avez toutes les banques, mais au-dessus des banques, il y a le régulateur, qui est la Bank of Mauritius ou la Banque de Maurice, Banque centrale. La Banque centrale a ses propres recommandations, ok, qu'elle cascade aux différentes banques, et ensuite chaque banque a sa propre façon de voir les choses, recommandations ou guidelines, etc. Mais pour rester global, la plupart des banques ont la possibilité de se rapprocher du 100% parce que ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Ok? Donc tout dépendra finalement, si on peut le dire comme ça, de l'appétit de la banque de financer tel ou tel projet à 50%, à 60% ou à 100%. Il est vrai que depuis quelques années, il est assez rare d'avoir du 100%, mais on a des clients qui ont réussi à avoir du 90%. La banque, elle est vraiment confortable quand le client emmène un apport. On va dire que entre un apport de 20 à 30% ou plus, naturellement, la banque est vraiment contente. Elle est prête à s'asseoir et à vraiment considérer la chose de façon sérieuse. Parce que quand un client met un apport de 30%, 40%, ça vient vraiment confirmer à la banque que ce client est sérieux. Parce qu'on ne parle pas de petits montants, évidemment, quand on met 30% d'apport sur la table avant d'être financé, parce que, bien important de noter, l'apport se met toujours en amont, et ensuite la banque financera. Donc quand un client s'engage avec autant d'apports, généralement, il est sérieux dans son projet et il veut aller à la fin du projet. Donc ça, c'est déjà un très bon signe pour la banque. Maintenant, pour voir se rapprocher du 100%, il y a énormément d'éléments qui peuvent être mis en avant. Bon, déjà, numéro 1, mais on va pas s'attarder dessus. De temps en temps, certaines banques feront une certaine promotion et vous donneront jusqu'à tant de financement. Mais bon, ça, c'est assez... c'est sur du court terme, mais ce n'est pas de souvent. Exemple, si vous êtes quelqu'un qui avait déjà un bien immobilier à Maurice, soit vous l'avez payé cash, donc il n'a pas été financé, soit il a été financé il y a longtemps, donc la partie qui est encore sécurisée par une banque est arrivée à être minimale à cause de la plus-value générée, etc. Si la banque, alors maintenant, et on revient dessus, si c'est la même banque, quand la banque se dit, OK, j'ai le client, j'ai l'enveloppe totale de ces biens, c'est plus facile de financer 100% sur un bien supplémentaire. Donc tout revient, comme on disait un peu plus tôt, sur le confort de la banque à financer la chose. Maintenant, arrivera aussi certains autres éléments. Exemple, quand c'est quelque chose qui est en construction, c'est plus facile d'aller sur du 100% parce que nous savons, en tout cas en ce moment, qu'entre le moment que la construction commence et que la maison ou l'appartement sera livré, il y aura déjà eu une plus-value. De temps en temps 5% de plus, de temps en temps 25% de plus. Donc déjà, la banque sait qu'aujourd'hui, elle finance 100%, mais qu'à la fin, quand elle aura déjà tout déboursé et que le client aura ses clés en main, finalement, sa sécurité, la sécurité que la banque aura pris en valeur et donc le loan to value, comme on dit, le LTV, aura diminué. Donc, encore une fois, toutes ces choses, c'est vraiment du cas par cas. Ok. Il arrive aussi de temps en temps, le client veut acheter un terrain par exemple, il achète le terrain cash et il veut être financé 100% de construction. Dans un dossier comme ça, d'avoir 100% de financement sur la construction est beaucoup plus facile parce que la banque prendra obligatoirement le terrain aussi en garantie. Donc du coup, se calculera finalement le financement sur l'enveloppe globale du projet qui est terrain plus maison. Donc finalement, on arrive facilement à 100% de construction. Dans ce cas particulier, est-ce que c'est la banque qui débourse au client ou parfois même la banque débourse au constructeur? Non, toujours au client. Alors, cas par cas, encore une fois, si on va prendre l'exemple d'une VFA, ok, donc une villa qui est en construction à travers un promoteur, quand les appels de fonds arrivent, la banque généralement paiera directement l'appel de fonds, donc la facture, au promoteur ou de temps en temps le notaire, dépendant de la structure. Très important, et ça je suis contente que tu poses cette question, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, toutes les banques ont une obligation de s'assurer que les fonds qu'elles déboursent pour un prêt aillent là où c'est supposé aller. Donc tous les contrats de prêt sont
très clair. Donc ce prêt a comme but de financer appartement 1A dans tel projet à Moka. Nous avons l'obligation de nous assurer que ces fonds iront bien à ça. Hyper important. Donc c'est pour ça que souvent, quand il y a les appels de fonds, on revient sur la construction, que ce soit d'un promoteur ou du contracteur, généralement, on tombe d'accord avec le client en amont que dès qu'il nous envoie la facture, nous payons directement le contracteur ou promoteur, comme je le disais. Il arrive de temps en temps qu'on puisse payer le client et lui paye la facture, mais généralement, ça arrive quand les prêts sont plutôt minimes ou allons dire qu'il y a eu énormément de factures d'un coup, une facture pour la cuisine, une facture pour les ouvertures, plusieurs factures. Donc là, du coup, on met tout sur le compte du client, mais on s'assure que les factures sont bien payées en faisant un monitoring rapide des comptes. Très bien. Alors, je pense quand même souvent on entend parler de la proportion 40% apport personnel, 60% financement bancaire. Je crois que c'était un petit peu des chiffres qu'on retrouve un petit peu partout. Donc je suppose que c'est quand même une base sur laquelle en général vous travaillez, surtout quand c'est un demandeur de prêt qui démarre dans son premier projet immobilier et que ça sera donc son premier bien immobilier sur lequel la banque pourra prendre une sécurité. Le 40-60 fonctionne. Je pense que les banques peuvent financer un peu plus. Le 60-40, c'est vraiment très confortable pour la banque. Ça, je pense que je peux le dire. Aujourd'hui, la plupart des banques à Maurice sont plutôt sur du 70-30, donc 70% de financement. Maintenant, quelque chose d'important, quand on calcule justement ce pourcentage de financement, c'est important de noter qu'on le calcule sur le montant du bien. C'est-à-dire que nous on exclut tous les frais autour de l'achat immobilier, comme frais de notaire, frais d'enregistrement et frais d'agent, s'il y a un agent, par exemple. Donc tout ça, ça va rentrer dans l'apport personnel. Exact. Donc, apport de 30% plus les frais. D'accord. Important. Et c'est pareil que ce soit pour une construction, etc. Parmi les documents, quand on sera en train d'analyser le dossier, justement, on demandera une cotation officielle d'un contracteur et les fameux 70% ou 30% ou plus, bref, seront calculés sur cette facture finale. Donc ça, c'est important de noter aussi. Alors, dans les frais de construction, quand c'est financé, ça inclut la TVA, etc. Ça vous le prenez en compte? On le prend en compte, encore une fois, ça peut dépendre des banques. Ça dépend des banques, mais la plupart du temps, c'est pris en compte. Très bien. Je vais ajouter une chose. Par exemple, l'achat d'un appartement ou l'achat d'une VFA. De temps en temps, parce qu'on parlait de frais et qu'est-ce qui est inclus ou pas inclus, je vais mentionner les meubles. Allons imaginer qu'un client vient et qu'il achète une villa qui, d'après le prix de vente, il y a les meubles inclus. Nous pouvons inclure les meubles dans ce calcul et donc ensuite calculer le pourcentage de financement, mais seulement cas par cas. C'est-à-dire que si la villa sera mise dans un programme de location, par exemple, et que le client, pour entrer dans le programme de location, doit impérativement avoir ce style de meuble, on peut considérer. Si ce n'est pas le cas, ce qu'on fera, c'est qu'on peut faire un prêt, on va dire, séparé pour la partie meuble, mais qui généralement est sur une un peu plus courte durée. Parce que malgré tout, les meubles, c'est vrai, représentent un montant de plus en plus important dans une acquisition. Exact. Et donc, à considérer, soit dans l'apport, soit justement négocier quelque chose de spécifique avec la banque. Exactement. Et aussi, dans des cas précis comme celui-ci, par exemple, quand il y a des reventes, de temps en temps, quand les meubles sont revendus aussi, chez le notaire, on a tendance à faire 2 contrats séparés. Donc du coup, nous, alors je reviens maintenant sur le pourcentage de financement et notre confort, donc le confort de la banque, c'est l'évaluation du bien. Et quand le bien est évalué, donc nous sommes confortables parce que nous avons 70% de la valeur du bien. Et quand je parle de la valeur du bien, je ne parle pas forcément du prix de vente du bien, vraiment la valeur réelle qui est certifiée par un évaluateur juré. Les meubles n'entrent pas dedans. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous que ce soit séparé quand c'est bien précisément séparé au moment de l'achat ou de la vente. Alors, petite question justement, quand on achète un bien immobilier construit, il va avoir une évaluation, la banque va envoyer son évaluateur et la banque, je suppose, prend à une zone de confort sur le prix de l'évaluation. Allons dire que le bien
est évalué à 8 millions, la banque va toujours, si je ne me trompe pas, mais tu pourras me confirmer, probablement prendre une ligne de confort dessus, au cas où demain, le bien a besoin d'être vendu un peu comme une vente détresse. Et donc, si le bien vaut 8 millions sur papier, peut-être qu'ils vont se dire, nous, on va prendre en compte peut-être 6 millions. Enfin, je ne sais pas s'il y a une proportion. Alors, bien important, effectivement. Premièrement, revenons sur l'évaluateur lui-même. Ici, encore une fois, ça dépendra des banques. Mais généralement, c'est un évaluateur juré qui est envoyé. Donc, ce n'est pas un employé de la banque. C'est quelqu'un d'externe qui va évaluer le bien. Nos fameux, on reste sur les 70% de financement. Ce fameux 70% de financement, normalement, il est, quand on commence à travailler sur le dossier, on demande au client, soit il a une promesse de vente ou quelque chose comme ça qui vient nous prouver que ce bien sera acheté pour 10 millions. Quand l'évaluateur ira évaluer, la banque demande généralement que le bien soit évalué à au moins 10 millions. OK ? Mais toute évaluation, généralement, comporte aussi ce qu'on appelle la forced sale value, donc justement une vente en détresse. Et dans la plupart des cas, maintenant tout dépend des évaluateurs, mais dans la plupart des cas, c'est décoté par à peu près 30%. Donc finalement, la banque, quand elle finance 70% et que l'évaluateur a bien évalué la maison à 10 millions et que le prix de détresse est de 30% en moins, ça rentre toujours dans nos calculs. Donc parfois, des clients qui viennent emprunter peuvent parfois être un petit peu déçus finalement du montant que la banque est prête à leur prêter. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, j'ai un bien, pour moi la valeur est de 10 millions, mais en fait la banque va regarder les 70% de capacité d'emprunt, pas sur les 10 millions, mais sur 7 millions. C'est quelque chose à considérer. Définitivement, c'est important. C'est très important à considérer, puisque finalement, c'est là qu'on a peut-être des espoirs un petit peu trop élevés par rapport au projet immobilier dans son ensemble. On va rentrer dans un autre sujet qui est très important quand on parle d'emprunt bancaire, c'est les taux, les mensualités et les risques de hausse. Forcément, à Maurice, on emprunte toujours à taux variable. Je ne crois pas que les taux fixes sont pratiqués à Maurice. Donc, taux variable, ce qui veut dire que les taux auxquels on a emprunté au départ du prêt immobilier peuvent changer et peuvent donc affecter notre capacité de remboursement dans le temps. Ça peut être plus confortable quand les taux baissent et ça peut devenir plus tendu pour le couple ou pour la personne qui emprunte si les taux d'intérêt augmentent. Donc, comment aujourd'hui se construit pour la banque un taux immobilier et qu'est-ce qui fait qu'un client obtient un certain taux plutôt qu'un autre? Donc, plusieurs éléments de réponse ici. Je crois qu'avant de toucher la partie taux, parce qu'on a mentionné capacité de remboursement, je crois que c'est quelque chose d'important de noter. Le calcul de capacité de remboursement se fait assez simplement, c'est-à-dire par rapport aux revenus que vous touchez, que ce soit mensuel ou annuel, qu'on puisse justifier évidemment. Toute la partie dette, généralement, ne doit pas dépasser 40%. Et ça, ce sont des chiffres mis par la Banque centrale. On peut monter à 50% dépendant de votre revenu. C'est-à-dire quand on passe un certain seuil de revenus, que ce soit, comme je le disais, annuel ou mensuel, on peut pousser à 50% de debt to income ratio. Ou le montant de la dette par rapport aux revenus. Aux revenus. Maintenant, si la banque veut être un peu plus prudente, en se disant, parce qu'il y a le risque justement de taux, ou d'autres risques aussi, par exemple, un client est salarié, mais il touche aussi, par exemple, des revenus locatifs déjà réalisés, donc qui peuvent être justifiés, ou des dividendes par rapport à la performance d'une société. Il y a certains de ces revenus qui sont des revenus qui fluctuent finalement. Ou des commissions. Ou des commissions. Des agents, des gens qui sont dans la vente, ou ils vont toucher des commissions. Qui sont entrepreneurs, etc. Donc ce sont des revenus variables. Les revenus variables sont toujours décotés. C'est-à-dire que si j'ai grosso modo 100 de revenus variables par mois, on va le décoter de 50 voire 70% de temps en temps, dépendant de la courbe.
Et généralement, si on peut avoir un historique sur au moins un an, si c'est plus, c'est mieux, mais au moins un an, on peut vraiment voir par combien on décote. Mais tout ça, encore une fois, ça peut paraître frustrant pour le client au début, mais c'est pour le protéger. Parce qu'on l'a vu dans le passé, surtout pendant la période Covid, où les revenus locatifs, en tout cas à Maurice, étaient nuls. Donc finalement, ils se sont dit, heureusement que la banque n'a pas stretch complètement. Ou que certains n'ont pas pu exercer leur métier justement à la vente. Justement. Et donc, il n'y a plus de commission, il y a le Exact. salaire de base, s'il y en a. Et donc là, ça devient... Voilà. Donc la banque le protège. Donc tout ça, dans l'idée du départ, c'est pour protéger le client. Même si on ne l'entend pas comme ça tout le temps. Voilà. Puisqu'à ce sujet-là, les banques m'ont toujours dit, le dernier recours que la banque veut avoir, c'est d'avoir à saisir le bien. Voilà. C'est vraiment le dernier recours et elle ne veut pas en arriver là. Donc elle est là pour s'assurer que finalement, le client emprunteur va pouvoir avoir la capacité de financer son emprunt jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, sans que la banque ait eu à recourir à des mesures qui seraient terribles pour l'emprunteur. Pour l'emprunteur, mais pour la banque aussi, parce que ce sont des choses qui prennent du temps. Et ensuite, brader un bien immobilier qui n'aurait pas dû l'être. Enfin voilà, mais ça c'est important que tu le mentionnes, parce que c'est vraiment la chose numéro 1 qu'on regarde. Enfin, on en parle depuis le début, mais c'est la capacité de remboursement. Donc du coup, je viens sur les taux. Les taux sont variables, effectivement. Certains grincent à ce sujet, surtout ceux qui ont l'habitude en Europe, par exemple, sur des taux fixes. Ici, tout est variable. Si on part sur des taux en roupies, comment ça marche? C'est que la banque, enfin l'État mauricien a ce qu'on appelle le key rate, ok? Et ensuite, qu'on peut d'ailleurs voir tous les jours sur le site de la Banque de Maurice. Exactement. Donc, et là, il y a le key rate qui est indiqué sur la homepage. La bonne nouvelle, et ça peut rassurer certains, c'est que ce fameux key rate a tendance à être plutôt stable, c'est-à-dire qu'il ne change pas tous les jours. Okay? Comme, par exemple, certains taux de référence en Europe qui changent tous les jours. Ce taux ne change pas tous les jours. Donc, actuellement, il est à 4,5%. Exactement. Et ensuite, donc, chaque banque, finalement, par rapport, dépendant de ses objectifs ou de ses bilans, vont décider eux-mêmes de leur propre taux de référence. Donc, en principe, c'est key rate plus une marge. Plus une marge. OK. Et mais ce qui est quand même ici aussi assez rassurant, c'est que la plupart des banques tombent dans les mêmes taux. Ça fluctue de temps en temps, mais là, du coup, votre taux à vous, personnel en tant qu'individu, changera aussi. Donc, comment ça marche? C'est que là, chaque banque a son taux de référence, ce qu'on appelle plus communément à Maurice le Prime Lending Rate, OK? Et une marge sera ajoutée ou retirée de ce taux. Dans le cas de prêts immobiliers basiques, classiques, la plupart des banques retirent une marge. Donc, Prime Lending Rate, moins 1,5%, 1,25%, de temps en temps ça peut être plus, etc. Je reviens sur les taux qui peuvent paraître très bas de temps en temps dans certaines banques, mais c'est souvent parce qu'il y a une promotion en cours pour attirer un certain nombre de clients. Mais je pense que c'est important de regarder justement le long terme. Aujourd'hui, vous pouvez vous rapprocher d'une banque, quitter votre banque historique, vous rapprocher d'une autre banque à cause d'un taux qu'ils pratiquent aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire quand vous reprendrez un autre prêt dans 5-10 ans pour un autre achat immobilier que vous aurez le même taux. Très important à noter. Donc, effectivement, ce taux peut varier, monter, descendre. La plupart des banques ne pratiquent pas de taux capé, donc c'est-à-dire que ça peut monter à 15% et ça peut descendre à 0. OK. Et donc, maintenant, et je suppose que la question qui viendra après, est-ce que quand la banque analyse le dossier, est-ce qu'elle regardera si le taux monte trop, est-ce qu'il pourra toujours rembourser? On n'ira pas jusque-là, parce qu'on est du coup assez positif sur cette partie. Mais comme je parlais de ce fameux taux d'endettement de 40% et non pas 50%, souvent on arrive à rester dans la marge. Est-ce que la banque se protège, ou protège plutôt le client, puisqu'on est vraiment dans cette optique-là, pour essayer de prévoir justement une hausse des taux de 1 point, 2 points, 3 points et est-ce que la banque considère ça dans son approche, dans son étude du cas particulier, ou pas forcément? Quand nous étudions le dossier au départ, nous ne prendrons pas cela en considération. Non. Ceci étant dit, comme je le mentionnais un peu plus tôt, ces taux ne changeront pas de façon drastique
d'un jour à l'autre. Ça, c'est la première chose. Mais nous restons quand même très attentifs à certains clients qui pourraient être mis justement à risque, sous stress. Ça, c'est une chose. Maintenant, autre chose qui est très bien faite à Maurice, c'est que la Banque centrale exige que les banques, nous avons l'obligation, en tout cas c'est fortement recommandé, que chaque dossier de crédit, que ce soit immobilier ou autre, passe par une revue annuelle. Donc chaque année, au bout d'à peu près un an de vie, chaque année supplémentaire sur le prêt, nous passons à travers tous les prêts. Et de temps en temps, tout dépendra évidemment là aussi des montants des prêts, des durées, etc. Mais dans la plupart des cas, vous recevrez un appel ou un email de votre banquier qui vous dit « Nous sommes en train de faire la revue annuelle de votre prêt. Merci de nous faire parvenir vos 3 derniers bulletins de salaire, par exemple. » C'est des choses assez directes et simples. Mais tout ça, c'est pour, encore une fois, protéger le client. Comme je le disais, c'est vrai que de temps en temps, ça peut paraître frustrant, mais c'est pour vous protéger. Donc, si le taux, pendant cette année, a augmenté, et finalement, c'est cette partie aussi qui nous intéresse, et que vos revenus ont diminué pour X ou Y raison, c'est cette revue annuelle qui nous permet, nous la banque, de réévaluer le prêt s'il le faut. Il faut rester réaliste et d'être honnête dans un cas similaire, c'est que la banque est là pour vous aider. Comme on le disait, l'idée que nous ne voulons pas même imaginer, c'est d'avoir à saisir le bien. Donc, s'il y a eu vraiment une détérioration par rapport aux revenus, ou que le taux est monté de façon très conséquente et qui, du coup, vient affecter la capacité de remboursement, l'idée est vraiment de s'asseoir avec le client et de trouver une solution. Et là, encore une fois, plus il y aura de communication, mieux ce sera. Et maintenant, si on vient sur la partie revenu, il y a une vraie détérioration, si le client nous contacte avant la revue annuelle, c'est toujours mieux. Mais donc, finalement, pour revenir à ta question du départ, on ne pourra pas en amont imaginer ce qui arriverait dans le futur si le taux montait, mais on prend nos petites mesures, nous, de façon régulière pour nous assurer que les choses soient, on va dire, contrôlées. Il y a des conseils simples, il y a quand même énormément d'applications mobiles pour nous permettre de rapidement savoir calculer finalement un prêt bancaire sur une période et combien vont être le remboursement. Donc ça peut aider au départ, quelqu'un avant d'approcher sa banque qui va se dire ok, au moins il y a des applications mobiles qui sont gratuites et qui permettent facilement de calculer sur une période. Alors on en vient à la période. Finalement, la durée des prêts bancaires, comment la banque détermine cela? L'âge, je suppose, en fonction. Ça, c'est le premier critère. À quel âge on est en train de faire sa demande d'emprunt? Et donc, du coup, combien d'années la banque va être prête à prêter? Et puis, il y a un aspect aussi que tu pourras peut-être mentionner, c'est les assurances vie qui sont prises justement aussi sur la valeur du prêt. Tout prêt, en général, je ne parle pas que les prêts immobiliers, ont des durées assez spécifiques. Et c'est vrai que la plupart des banques, par rapport au type de prêt, préconiseront une certaine durée. Donc, on va se concentrer sur la partie immobilière, évidemment. La plupart des prêts immobiliers vont entre 10 et 30 ans, de temps en temps. Là encore, la Banque centrale n'est pas trop regardante sur les durées. Donc, tout revient finalement à chacune des banques de voir à quel point elles sont à l'aise de donner sur une très longue durée ou pas. Mais on peut aller jusqu'à 30 ans, en tout cas à Maurice, actuellement. Si on revient sur l'âge, effectivement, donc quand le dossier sera mis sur la table du banquier, la première chose qui sera regardée, c'est effectivement l'âge. Pourquoi l'âge? C'est qu'on va aller du principe un peu simple que le client touchera ses revenus parce qu'il travaille jusqu'à peu près ses 65 ans. On dit à peu près. Bien sûr, certains chanceux ont la chance de prendre leur retraite un peu plus tôt et d'autres de continuer à travailler jusqu'à 70, voire plus, parce que le travail, c'est la santé. Mais, Mais en termes généraux, la plupart des durées de prêt sont calculées jusqu'à 65 ans, à titre général.
Et pour revenir du coup aux assurances, parce que la plupart des prêts immobiliers, les banques demandent à ce que l'emprunteur soit aussi assuré en cas de décès ou maladie qui finalement l'empêcherait de travailler et l'empêcherait d'avoir des revenus. Et cette assurance, qu'on appelle communément à Maurice un Decreasing Term Assurance, c'est une assurance emprunteur assez classique qui en gros assure le montant du prêt sur la durée du prêt. C'est-à-dire que si le prêt, par exemple, est remboursé par anticipation, cette assurance peut être annulée. Donc, s'il arrive malheur au client, que ce soit un décès ou, comme je le disais, une maladie qui l'empêche de travailler, l'assurance entre en jeu et rembourse le prêt. Est-ce que la prime de l'assurance baisse en fonction, au fur et à mesure qu'on rembourse le prêt? Non, cette prime est calculée. Alors, à noter quand même qu'à Maurice, les banques ne proposent pas d'assurance. Ok, donc c'est un réassureur externe qui s'en occupera, indépendant. Mais en principe, au tout début, quand vous demandez donc une cotation pour cette assurance, ils vous demanderont la durée du prêt, le montant évidemment, mais aussi le taux d'intérêt. Et eux, je crois, ajoutent une marge sur ce taux d'intérêt que la banque déjà vous calcule et ils font leur calcul de leur prime mensuelle ou annuelle. Vous avez plusieurs choix pour le paiement de cette prime. Donc, il ne baissera pas. Par contre, si le taux d'intérêt de la banque est réduit de façon conséquente pendant la période du contrat, je vous suggère quand même d'appeler l'assureur et de vous dire « ça a changé, donc est-ce qu'on peut revoir l'assurance ?» Mais ça, c'est entre vous et l'assureur. Donc, pour du coup revenir chez les assurances et les fameux 65 ans, la plupart des assurances proposent ce type d'assurance jusqu'à 65 ans. De temps en temps, arrivent à le faire jusqu'à 70, mais c'est du cas par cas et ça coûte généralement un peu plus cher. Avant de toucher l'aspect d'emprunter en devise ou en roupies, un point important, c'est le prêt immobilier pour un bien dans lequel on va résider ou pour un achat d'investissement avec retour locatif. Donc, je suppose que la banque voit complètement différemment le dossier qui est résidence principale dans lequel on va habiter et un achat locatif. Donc, comment est-ce que la banque va considérer un achat pour un investissement avec retour locatif? Encore une fois, ce type d'information doit impérativement être partagé à la banque au départ. Ok, en tout cas, dans l'idée de mieux structurer un dossier. Si c'est pour une résidence principale, les banques donneront sur une plus longue durée, parce que dans l'idée, ils savent bien que c'est résidence principale, vous y habiterez, construirez une famille et y resterez pendant longtemps. Ok, donc la plupart du temps, pour ce type de projet, c'est sur 20 ans minimum, jusqu'à 30 ans, toujours avec les fameux 65 ans de limite, on dira. Pour un investissement, si vous le mentionnez à la banque, voilà, je vais acheter ma résidence principale ailleurs, je vais acheter un appartement par exemple pour le mettre en location, il se peut que les banques vous donnent un taux d'intérêt légèrement plus élevé parce que là, on se rapproche, alors je ne dirais pas du prêt de type commercial, mais c'est un prêt vraiment investissement et non pas immobilier classique. Nous prendrons quand même toujours l'appartement dans lequel vous investissez en garantie, mais comme on comprend que vous, finalement, si vous allez recevoir des revenus locatifs, ça se rapproche un peu plus du business. Ok ? Donc, enfin, c'est chaque banque qui décidera de son taux d'intérêt de ce côté. Maintenant, pourquoi c'est important de le mentionner aussi, c'est que, comme je le disais, et ça c'est important, tout se fait sur du cas par cas. Si vous dites à votre banque, voilà, j'achète un appartement pour mettre en location. Aujourd'hui, l'appartement est en construction. Il sera livré dans 2 ans. Le temps que je récupère les clés, que je fasse quelques aménagements, la cuisine, je le mettrai en location que 6 mois après la livraison. Votre banquier, s'il est sympa, peut peut-être vous donner une période moratoire un peu plus longue. La période moratoire, c'est une période pendant laquelle vous ne remboursez que les intérêts sur le montant déboursé et le capital, est amorti généralement à partir d'un certain moment de cette période. Donc, de temps en temps, allons dire que vous avez pris un prêt sur 15 ans. Dans la plupart des cas, les prêts investissements sont plutôt 15 ans, parce que même le client est plus à l'aise de le prendre sur 15 ans. Période de construction, plus période additionnelle, pendant 2 ans et demi, 3 ans, vous ne payez que les intérêts.
Donc pour vous, c'est un plus parce que le capital est tranquille, vous ne touchez pas et dès que vous commencerez à toucher votre location, vous pouvez l'utiliser pour le remboursement du capital. Maintenant, chose importante, je reviens un peu plus en arrière par rapport à notre capacité de remboursement où on analyse les revenus du client. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre en considération des revenus locatifs futurs. Nous avons l'obligation de nous assurer que tous les revenus que nous prenons en considération pour l'analyse soient des revenus déjà réalisés. Hyper important. Surtout que, justement pendant la période Covid, c'est venu prouver que le pire arrive. Souvent, on dit, voilà, les banques, vous n'imaginez que le pire, mais le pire arrive. Et c'est venu prouver que on a eu pas mal de clients qui ont eu du mal à rembourser leur crédit parce que leur bien investissement n'était pas en location. Ok, donc plus compliqué si il n'y a pas eu d'historique, si c'est un bien neuf sur lequel on va simplement voir des prévisions selon un petit peu les barèmes de ce qui se trouve à Maurice en termes d'occupation. On va se dire, ok, en général, on parle d'occupation de 50 à 70% pour être confortable. Ça ne suffit pas pour la banque. On ne peut pas partir sur des prévisions. La banque veut voir un historique. Exact. Okay. Évidemment, on peut considérer un business plan, mais ce ne sera pas mis dans le calcul pour être présenté à un comité. Et là, le taux, forcément, va être ajusté. Ça ne sera pas au taux d'un home loan. Non. Et là, ce sera un taux donc plus important. Plus important, plus quoi, 2-3 points? Ah non. Encore une fois, ça dépendra des banques, mais non, peut-être pas autant, mais ce sera légèrement plus important. Donc si on empruntait dans les 5 et quelques pour du home loan, aujourd'hui, ça peut être du 6. Oui, on se rapprochera du 6, 6,5 plus facilement. Dans ce type de prêt, je crois que c'est important de mentionner à votre banquier que vous avez l'intention, comme c'est un investissement, il y a toujours la possibilité de revendre ce bien. Donc même si vous le mettez sur une période de 15 ans, parce que ça on le sait à Maurice, les plus-values sont souvent assez importantes, après 5 ans par exemple. Donc de mentionner dès le départ qu'il y a une possibilité que ce prêt soit remboursé par anticipation et de donc trouver un accord de ne pas inclure de pénalités. Voilà. Je crois que les pénalités, c'est en général de 1% du montant qui reste à payer. Ça, c'est un petit peu la norme. Oui, c'est un peu la norme, mais il arrive que certaines banques aillent plutôt sur du 2%, mais c'est entre 1 et 2. Donc, entre 1 et 2% du capital restant à payer sont les frais de pénalité en cas de paiement, de remboursement anticipé du prêt bancaire. On attaque les devises, c'est-à-dire l'emprunt en roupies, en euros, en dollars. Je ne sais pas si les banques aujourd'hui proposent des prêts dans d'autres devises fortes. Ça arrive? Question rapide. Ça arrive de temps en temps de pouvoir emprunter en livres sterling, par exemple? Ok. Alors, comment raisonne une banque si on veut emprunter en devises? D'abord, si on est mauricien, je suppose que ça va dépendre de la source des revenus et de la devise des revenus. Exact. Allons imaginer on a fait l'analyse du dossier. C'est un bon bien immobilier, enfin tout ça, ça a déjà été fait. On arrive sur la question de devise. Aujourd'hui, il est vrai que quand on compare, par exemple, on va prendre l'euro et la roupie, les taux en euros sont beaucoup plus attractifs. Beaucoup plus attractifs. On parle de 2%, grosso modo, en moins. Donc ça peut être tentant de se dire, j'emprunte en euros. Mais ce n'est pas si simple. C'est-à-dire qu'il faut impérativement qu'il y ait une logique, on dira, d'emprunter en euros. Pourquoi aujourd'hui vous empruntez en euros? Dans la plupart des cas actuellement, c'est que vous avez une partie de vos revenus en euros ou éventuellement l'achat immobilier est en euros et vous comptez mettre en location et recevoir des euros. Donc il y a une vraie logique dans la chose. Pareil pour le dollar, pareil pour la livre sterling. Ça, c'est 3 devises. C'est vrai que ce sont les 3 devises les plus utilisées, rarement d'autres, mais ce n'est pas impossible. Donc ça, voilà, il faut qu'il y ait une logique, quelque chose de concret de pourquoi on emprunte en euros. Maintenant, la plupart des banques à Maurice peuvent prêter dans les devises étrangères, mais dans de tels cas, c'est souvent sur des durées moins importantes. Encore une fois, il n'y a pas de loi par rapport à cela, mais la plupart des banques vont jusqu'à 15 ans maximum quand ce sont des prêts en devises étrangères, que ce soit un Mauricien ou un étranger.
Est-ce qu'un Mauricien peut emprunter, par exemple, en dollars pour un achat immobilier à l'étranger, en dollars, Bonne question. à Maurice? Alors, oui, il peut. Mais là, du coup, donc, on imagine qu'il a la capacité de remboursement, etc., etc. Mais que donnera-t-il en garantie? Des biens Aujourd'hui, locaux, voilà. vous n'allez pas prendre des Si- garanties internationales. Ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué et ça coûtera très cher aux clients. Pas très cher en frais de banque, mais en frais de notaire, homme de loi, etc., qui seront sollicités pour mettre en place les garanties dans l'autre pays. Et c'est des choses qui peuvent arriver facilement à 10, 15, voire 20 000 dollars de temps en temps, simplement pour mettre en place cette garantie. Donc, ce n'est pas impossible, mais voilà, cas par cas. Mais voilà, si le client a plusieurs biens immobiliers à Maurice, certains où il n'y a pas de prêt, ils peuvent donner en garantie un bien immobilier à Maurice. Comme on dit, débloquer des fonds sur ce bien immobilier qu'on, du coup, enverra à l'étranger pour l'achat. Bien important, comme on le disait un peu plus tôt, la banque a l'obligation d'être certain que ces fonds sont utilisés comme ils sont supposés être utilisés, c'est-à-dire pour un bien d'un appartement, pour l'achat d'un appartement à Paris. Donc c'est nous qui nous assurons que ces fonds iront bien chez le notaire à Paris et utilisés pour l'achat d'un appartement. Avant de conclure, on va aborder un sujet qui concerne certains de ceux qui nous suivent, sont les acquéreurs de biens immobiliers à Maurice étrangers. Donc il y a une condition bien particulière qui est en vigueur à Maurice sur l'apport minimum avant de pouvoir emprunter pour l'acquisition d'un bien immobilier à Maurice dans les projets accessibles étrangers. Comment ça fonctionne exactement? Comment la banque va prêter? À partir de quel montant la banque va prêter? Si tu peux juste nous éclairer et tous ceux qui nous suivent. Alors effectivement, cette question revient très souvent parce qu'elle est quand même très importante, surtout en ce moment où, depuis quelques années déjà, où on a beaucoup de clients étrangers qui viennent investir à Maurice, investissement ou s'établir. Aujourd'hui, il est important de noter que ces restrictions dont on va parler, qui suivent, ne sont pas des restrictions mises par les banques. Ce sont des restrictions mises par l'État mauricien à travers la EDB qu'on connaît, la Economic Development Board. Donc, certaines de ces restrictions, donc très spécifiques à la partie pré-bancaire, c'est-à-dire qu'un étranger, donc un non-mauricien, quelqu'un qui n'a pas un passeport mauricien, arrive à Maurice, veut acheter dans un bien, dans un projet immobilier neuf, donc de type IRS, RES, PDS, Smart City et IHS. Peut-être qu'on aurait dû mettre les petits sous-titres en bas pour savoir tout ce que ça veut dire, tout ça. Et donc pas les appartements dans les résidences R+2. Non, alors on viendra en dehors dessus de après. ces projets-là. Voilà. Donc dans ces projets très spécifiques, vous arrivez, vous achetez du neuf. On va prendre en exemple une VFA. Une VFA, vous achetez directement avec le promoteur et donc les paiements sont faits au fur et à mesure de la construction directement au promoteur. Ce type de bien, vous devez, en tant qu'étranger, emmener un minimum de 750 000 dollars ou équivalent dans une autre devise à Maurice et injecter dans ce projet avant de pouvoir être financé par une banque locale. Je donne quelques exemples parce que ça peut être un peu confus. Allons imaginer que vous achetez un bien immobilier qui vaut 500 000 dollars, qui est neuf. Il faudra impérativement, du coup, le payer en totalité de fonds venant de l'étranger. Autre cas de figure, vous achetez un bien immobilier qui vaut 1,5 million de dollars. Vous devrez emmener 750 000 dollars de l'étranger, injectés dans le projet, et ensuite, si besoin, vous pouvez être financé par une banque locale. Donc, cette partie est très importante, et dessus, je crois que c'est important que les clients, quand ils commencent leur recherche à Maurice, la première question est, est-ce que j'aurai besoin d'un financement? Si c'est oui, à partir de quel montant j'aurai besoin d'un financement? Hyper important. Donc, de se rapprocher d'une banque locale ou de son agent qui pourra le guider aussi. Et je pense que c'est une des questions les plus importantes. Tous les jours, pratiquement, nous parlons à de nouveaux clients et il arrive de temps en temps qu'ils ne soient pas au courant de cette mesure, mais très, très important à noter. Ok, donc ça concerne les projets d'acquisition au sein des programmes immobiliers que tu as mentionnés, et je les reprends, IRS, RES, PDS
Smart City, IHS. Cela exclut les biens qui sont dans des résidences R+2 en dehors de ces programmes immobiliers. Là, il n'y a pas de minimum d'apport personnel imposé par les autorités. Donc, un étranger qui achète un appartement dans une résidence R+2 à 375 000 $ pourra faire un financement pour une partie de cette acquisition. Ouais. Très bien. Dans quelle devise il doit contracter son emprunt? S'il a maintenant la possibilité d'emprunter, allons dire 1,5 million d'acquisition $1,5 million pour l'acquisition d'un bien immobilier, son apport sera de 750 000. Il veut emprunter 750 000 $. Dans quelle devise il doit rembourser son prêt bancaire? Dans ce cas-là, donc cette mesure dit que la partie empruntée du coup pour ce bien neuf doit impérativement être à travers un prêt immobilier en roupies mauriciens. Et le remboursement doit être fait en devises étrangères. Simplement des devises qui viennent de l'étranger, dans la plupart des cas, et qui remboursent les échéances mensuelles. Donc le client, emprunteur étranger, va emprunter en roupies? Obligatoirement. Par contre, tous les mois, il va rembourser en devises. Oui, alors maintenant, ça peut être tous les mois, ou, et c'est nous ce qu'on proposera aux clients, c'est de mettre un certain montant sur ses comptes à Maurice, en dollars, en euros, en livres sterling ou autres, qui couvrent au moins 6 mois, histoire de ne pas faire des transferts chaque mois, parce que ça peut être assez coûteux, et donc d'avoir ces fonds-là déjà là, et ce compte sera utilisé pour les prélèvements mensuels. Par contre, un étranger qui est déjà résident à Maurice, sous un permis quelconque, qui a des revenus ici en roupies, il a la capacité, la possibilité, selon le régulateur et les autorités, d'emprunter en roupies, de rembourser en roupies, n'est-ce pas? Oui. Alors, encore une fois, là, c'est du cas par cas. Donc, il faudra que le client en question se rapproche, par exemple, de son notaire. Son notaire peut lui donner du conseil dessus, mais c'est du cas par cas. Pour les acquéreurs étrangers, un autre point important, c'est la durée de l'emprunt. Comment est-ce que la banque voit ça et jusqu'à quel âge ou pendant combien de temps maximum la banque va prêter à un étranger qui s'installe à Maurice? Donc, la règle des 65 ans s'applique toujours, ok? C'est-à-dire l'âge de 65 ans? Oui. Pas la durée? Évidemment, merci. Donc, cette partie s'applique toujours, mais maintenant, la plupart des banques vont sur 15 ans pour les étrangers. Ce n'est pas forcément une règle, pas une loi non plus, mais bon, dans le cas des étrangers, comme beaucoup empruntent en devises étrangères, du coup, on revient, donc tout ça se rejoint finalement sur 15 ans. Maintenant, et on parlait un peu de sécurité proposée un peu plus tôt, toutes ces petites choses, que ce soit le taux d'intérêt, que ce soit les durées ou le pourcentage de financement, que ce soit pour les étrangers ou pour les Mauriciens, si vous avez la possibilité de proposer à la banque autre que seulement le bien immobilier en garantie, il se peut que tout ça soit plus optimal et que vous puissiez avoir des conditions plus intéressantes. Ça, c'est important de noter aussi. Merci beaucoup. Valérie, je crois qu'on a couvert tout ce que tous ceux qui nous suivent se posent comme question par rapport au prêt immobilier. Je ne sais pas si tu as un conseil pour tous ceux qui veulent se lancer finalement et approcher leur banque pour la première fois. Le conseil le plus important, selon toi, avant d'aller voir le banquier, comment on prépare rapidement son dossier, comment on s'assure que tout est là? Alors, je pense qu'il est très important de pouvoir se projeter, quel que soit son âge, qu'on soit très jeune ou un peu plus vieux, de se projeter du pourquoi de cet achat, parce que c'est un achat au départ, du pourquoi du financement et où on veut aller. Ça, je crois que c'est hyper important. Donc, on revient sur ce fameux mot qui a commencé le tout de notre discussion, la cohérence. Pour votre banquier, ça va être cohérent, mais ça va être cohérent pour vous aussi. Hyper important. Et maintenant, finalement, quand vous vous rapprochez de votre banquier, entamez une vraie discussion, un vrai dialogue. Parce que le plus, et comme je l'ai dit plusieurs fois pendant notre session, le plus d'infos que vous donnerez à votre banquier, le mieux il pourra vous conseiller. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, l'immobilier est un domaine, on dira, phare de l'île Maurice. Tous les banquiers et tous les agents sont là pour vous conseiller, pour s'asseoir avec vous
et vraiment voir, parce que dans la plupart des cas, c'est vraiment des projets de vie, que ce soit pour un investissement ou une résidence principale, il y a un vrai but derrière. Donc, dès que vous êtes en phase avec votre pourquoi on veut aller dans ce projet, le reste suivra. Il faut juste être cohérent sur papier, dans votre tête et avec votre banquier. Donc, il faut voir notre banque comme un vrai partenaire pour nous accompagner et que l'intention, encore une fois, de la banque, ce n'est pas de nous freiner dans notre élan et dans notre désir de finalement de se créer un chez-soi et d'investir, mais c'est vraiment de pouvoir dans la durée nous accompagner au mieux pour ne pas qu'on soit à risque et surtout qu'on ne soit pas surendetté à un moment donné. Merci Valérie d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir éclairé sur tous ces sujets et j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra du mieux qu'on peut. Merci encore. Un plaisir. Écoute, merci à toi et à bientôt. À bientôt.